Bonjour, bienvenue dans le module Mars, méthodologie pour la conception et le déploiement d'architecture, réseau et de services. Dans cette partie, nous allons nous attacher à la méthodologie de conception et de déploiement d'infrastructures distribuées, d'administration système et réseau pour monter une infrastructure répondant aux besoins d'une architecture technique. Cette partie du module, dédiée à l'organisation d'infrastructures répondant aux besoins d'une architecture technique, est composée de 4 grandes parties. La première consiste à préciser le contexte, la démarche adoptée et également il vous propose une méthodologie de conception d'infrastructures répondant aux besoins définis dans une architecture technique. Le cœur de la conception de l'architecture distribuée fait l'objet de la deuxième partie. Dans cette partie, nous nous rappellerons tout d'abord l'organisation hiérarchisée des réseaux avant de détailler comment organiser un plan d'adressage et prendre en compte les contraintes du routage. Nous aborderons également des points essentiels autour de la sécurisation des communications, que ce soit au niveau local grâce à des VLAN ou entre des sites distribués reliés par Internet, notamment grâce à des VPN. Enfin, en considérant cette infrastructure comme un objet logiciel complexe, nous verrons comment l'usage de chaînes de liaison va permettre de comprendre comment intégrer les différents modules logiciels qui composent cette infrastructure. La troisième partie de ce module est dédiée à la gestion de configuration, c'est-à-dire la configuration automatique des machines via le DHCP et la gestion du nommage, ce qui permet d'intégrer la politique de l'entreprise permettant de déterminer sa visibilité. Dans une quatrième partie, nous aborderons l'optimisation du routage dans des réseaux étendus et des réseaux de grande taille. Dans cette première partie, nous allons préciser la manière de voir l'infrastructure comme un objet logiciel complexe répondant aux besoins d'une architecture technique. Il s'agit de replacer cette étape de conception au sein du déploiement du système d'information. Nous verrons donc dans cette partie l'importance du développement de l'infrastructure et également son côté opérationnel en évoquant les besoins de l'administration réseau. Ceci nous conduira donc naturellement à définir une méthode de conception d'infrastructure comme suivant le cycle en V traditionnel des projets informatiques, en intégrant toutefois une dimension incrémentale dans la réalisation. Essayons tout d'abord d'identifier les besoins. Tout système d'information nécessite d'intégrer une infrastructure, que celle-ci concerne les postes de travail ou les serveurs pouvant héberger les services métiers support du système d'information. Ainsi, il va falloir s'intéresser au réseau permettant de connecter ces différentes ressources et de réaliser que les différents choix d'implantation peuvent avoir des conséquences en termes de gestion des performances et de coûts. Savoir où placer telle ou telle fonction sur quel serveur et définir comment accéder à ces ressources est en effet un enjeu clé pour organiser une infrastructure cohérente. Pour concevoir cette infrastructure, il faut tout d'abord s'intéresser à la manière dont le réseau sera organisé, mais aussi à prendre en compte l'ensemble des services qui permettront d'en faciliter l'accès et la gestion. Ainsi, il faut prévoir l'exploitation dès la conception car cela représente des coûts récurrents fort importants. Introduisons tout d'abord l'administration réseau en définissant son périmètre. En se basant sur la définition de l'organisme de standardisation internationale, l'administration réseau peut se résumer au FCAPS, c'est-à-dire la gestion des fautes, identifier, isoler et corriger ces erreurs. Cela suppose également de mettre en place des services de notification pour prévenir des erreurs et prévenir des corrections. La gestion des configurations suppose de pouvoir les stocker, mais également de simplifier la gestion de ces configurations et de suivre l'ensemble des changements, de manière à ce que la personne qui va gérer l'infrastructure qui est en production puisse effectivement configurer les différents équipements. On parlera également d'accounting. L'accounting est la fonction de comptabilité qui va permettre de définir qui utilise quoi, gérer les quotas et permettre la facturation.
Cette fonction est tout particulièrement importante aujourd'hui avec le développement des architectures de type cloud computing, où de nombreuses machines virtuelles sont hébergées sur des serveurs. On a également des fonctions liées à l'organisation et à la gestion de l'architecture, de manière à pouvoir évaluer les performances, évaluer l'efficacité. Pour cela, différents indicateurs de performance peuvent être retenus comme le débit d'information, les taux d'erreur, les pourcentages d'utilisation, les temps de réponse, qui vont nous renvoyer donc à de la qualité de service, mais aussi à de la qualité d'expérience vue par l'utilisateur. Enfin, la gestion de la sécurité, c'est-à-dire l'intégration d'éléments permettant l'authentification, l'identification certaine de l'interlocuteur, le chiffrement et la gestion des autorisations, permettent de compléter ce panel autour de l'administration réseau. Pour définir l'administration réseau, il faut également préciser ce qu'on entend par le mot réseau ou infrastructure réseau. Au sens strict, un réseau est constitué à la fois de parties passives, c'est-à-dire le câblage allant des prises jusqu'aux équipements d'interconnexion, et de parties actives, c'est-à-dire les équipements de connexion comme les switches et les routeurs, les équipements de sécurité, les firewalls, les systèmes de détection d'intrusion, qui sont alimentés électriquement. Et ces équipements sont destinés à permettre de gérer des échanges entre machines. Toutefois, on parlera plutôt de réseau au sens large, au sens de l'utilisateur, c'est-à-dire le service qui est apporté en allant par exemple jusqu'aux serveurs de fichiers, des serveurs d'impression. Il faut donc prendre en compte la connexion de bout en bout en incluant à la fois le poste client et les systèmes serveurs. Aussi, l'administrateur réseau est un métier de production. À la base, il a une fonction importante qui est de faire du reporting de l'activité non seulement au niveau des équipements réseau, mais également au niveau des postes de travail et des serveurs. C'est donc un métier où on parlera beaucoup d'administration réseau et système. Mais c'est un métier aussi où il va falloir savoir répondre aux urgences pour effectivement gérer les fautes, c'est-à-dire pouvoir répondre aux c'est planté. Il faut alors pouvoir maîtriser l'ensemble de l'architecture pour pouvoir localiser le problème, la machine source et la machine cible, les équipements intermédiaires ou le câblage, pour pouvoir identifier la cause, que le composant soit hors service ou que cette cause soit due à un problème de configuration logicielle. Mais il ne faut pas seulement se contenter de répondre aux urgences, il faut aussi être capable d'anticiper les problèmes, c'est-à-dire que pour offrir un bon taux de disponibilité sur l'infrastructure informatique distribuée, eh bien tous les problèmes doivent être anticipés pour éviter toute erreur. Aussi, la fonction d'administrateur réseau recouvre différents rôles. Il faut être capable de pouvoir organiser le réseau au sens large, c'est-à-dire prendre en compte à la fois l'infrastructure physique, gérer le câblage capillaire qui va permettre de desservir les postes de travail, mais également pouvoir définir la configuration des équipements d'interconnexion et les organiser en réseau local virtuel, par exemple, de manière à assurer la sécurité. Je vous rappelle que les réseaux locaux virtuels, c'est-à-dire les VLAN, permettent de limiter les possibilités de communication entre différents équipements. On doit également s'intéresser à l'organisation logique du réseau grâce au plan d'adressage, mais également au nommage qui est plutôt tourné vers les êtres humains et aux fonctions de routage. Et enfin, gérer la configuration au niveau des machines, ce qui fait également appel à des paramètres de configuration liés à l'organisation logique et à l'architecture globale, mais également à la définition de la stratégie de nommage. Une fois qu'on a défini l'architecture et qu'on a configuré les éléments de base, il faut encore assurer le monitoring. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour permettre de répondre aux contraintes de qualité de service qui sont données par l'utilisateur, c'est-à-dire suivre comment le système fonctionne, ce qu'on lui demande, pour pouvoir éventuellement modifier les réglages pour s'assurer qu'on répond bien toujours avec les mêmes contraintes de qualité de service. Il faut également anticiper les pannes. Les pannes sur un réseau peuvent aussi arriver du fait des sursollicitations de certains équipements ou de casses liées à un usage beaucoup trop important. Donc en fait, pour ce qui concerne les pannes, il faudra comprendre les causes d'une panne pour pouvoir mieux les anticiper et les éviter. Par exemple, essayer d'éviter les congestions de manière à ne pas avoir de pannes qui sont dues à des saturations de certains équipements. Comment pouvoir faire ce monitoring? Eh bien, tout simplement, cela suppose que l'administrateur réseau connaisse très précisément l'architecture de son réseau, l'environnement, et qu'il puisse également s'aider de systèmes d'acquisition d'informations. On parlera alors de sniffers de paquets, de gestionnaires de configuration, mais également d'outils de métrologie qui vont permettre de déployer des sondes
permettant de cumuler les échanges, par exemple. Et puis également, gérer les configurations de manière à pouvoir travailler sur l'actualisation des paramétrages des différentes machines, pour alors avoir de la configuration gérée dynamiquement grâce au service de DHCP, gérer le nommage grâce au service de DNS. Quelles sont donc les compétences et les motivations pour faire ce cours d'administration de réseau? Tout d'abord, l'exploitation est un métier pour beaucoup d'entre vous, sera un métier pour beaucoup d'entre vous, à temps plein ou à temps partiel. Cela concerne près de 25% d'une promotion. C'est le résultat d'enquêtes auprès d'anciens. Et donc, il est nécessaire de maîtriser ces éléments-là parce que vous pouvez être amené à travailler sur de la configuration système et réseau, même si c'est de manière épisodique. Mais également, c'est une nécessité car maîtriser l'infrastructure de déploiement vous permettra de mieux adapter vos choix architecturaux. Il faut donc qu'on puisse vous donner des compétences autour de la configuration système et réseau. C'est une culture de base, vous permettre de comprendre comment sont configurés les différents services, comment on les lance, et à partir de cette culture de base, bien, vous pourrez développer votre expertise. Et il faut aussi qu'on vous explique comment arriver à maîtriser la complexité d'une infrastructure, c'est-à-dire qu'on puisse vous donner une méthodologie vous permettant de composer différents services pour identifier ensuite les points à risque, permettant de faire des tests. C'est donc une vision pour les clients avertis, comprendre là où votre architecture qui sera mise en œuvre risquera d'être problématique pour savoir quoi tester. Et donc évaluer aussi le mieux possible les besoins du côté des fonctions d'exploitation. Alors, un petit rappel, un réseau aujourd'hui est souvent pris au sens de TCP/IP. C'est donc le réseau Internet. Et Internet est souvent vu comme un monde de liberté, ou pas, puisque tout le monde est connecté avec tout le monde. C'est un monde qui est très auto-organisé et en fait la liberté de quelqu'un s'arrête là où commence celle d'autrui. C'est donc un monde qui, sous un environnement relativement libre, est de fait très codifié. Il est très organisé. Il y a une forte hiérarchisation au niveau des réseaux, au niveau des domaines de responsabilité des opérateurs télécoms, car c'est un monde qui met en place un écosystème très complexe. Il y a une infrastructure mêlant à la fois des parties privées et des réseaux publics de transport, avec des coûts, avec des contrats entre partenaires, et donc on doit avoir une limite précise de responsabilité. Ces limites sont souvent données par les routeurs. En termes d'administration, on dispose également d'outils adaptés et d'une très bonne standardisation des échanges pour faire face à l'hétérogénéité des matériels. En effet, depuis les années 70, le monde des télécoms a été très tôt obligé de prendre en compte les contraintes d'interopérabilité dans les spécifications des architectures et des différents systèmes. Compte tenu de ces différents objectifs, ce cours est organisé en différentes parties. Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur les architectures et la configuration. Nous rappellerons comment concevoir des plans de dressage, mais surtout nous nous intéresserons à ouvrir en quelque sorte la boîte noire d'une architecture de communication pour montrer comment s'organise la chaîne de liaison et comment vont être organisés l'ensemble des échanges entre des machines selon les différents protocoles que vous utiliserez. Ensuite, nous envisagerons l'administration selon les échanges d'une machine à une autre machine, en abordant la gestion de configuration, c'est-à-dire la construction du plan de nommage, le principe du DNS, du DHCP, et également les fonctions de routage pour vous montrer comment les algorithmes de routage peuvent être configurés. Enfin, nous aborderons la gestion des équipements avec les outils divers permettant de gérer le monitoring des équipements.